Oui, je t'entends. On a un petit décalage audio, c'est normal entre eux. Lui, des réseaux sur le transport du futur. Et je me disais que c'était un bon moment pour pouvoir en rediscuter aujourd'hui et explorer les différentes pistes et évolutions que ce transport du futur pouvait revoir avec le Covid. Donc, je l'ai appelé le transport du futur édition Covid, ou Covid Edition en anglais, comme on dit. Euh, et je vais partager avec vous cette vision et ces développements. Alors, ce qui est intéressant dans la discussion qui vient d'avoir lieu dans cette petite table ronde, on a évoqué certains sujets et je suis très content que ça apporte une transition vers le futur. Moi, l'élément clé qui m'intéresse, c'est que sur la planète, et c'est ce que j'essaye de raisonner, c'est d'être vraiment global. Et on va voir comment ça peut s'appliquer à une métropole comme Toulouse. Euh, D'ici 2030, on aura 8,5 milliards de personnes sur la Terre. Et, euh, et donc, quand on raisonne comme ça, on voit qu'il y a effectivement des mégalopoles qui commencent à s'installer avec des gens c'est l'évolution d'ici 2030. On voit que de plus en plus de gens, et c'est une grande tendance, hein, vont vivre dans les villes, même si on a eu au cours de ce Covid la volonté de venir vivre plutôt à la campagne, parce que les gens se sont retrouvés coincés dans leur appartement et globalement c'était pas très agréable de vivre avec ses enfants qui nous sautent dessus, etc. Donc il y a aussi cette tendance de se dire est-ce qu'on peut revivre à la campagne, mais une fois la situation du Covid réglée, euh, les grandes tendances continueront à évoluer de toute façon. Donc quand on habite en ville, c'est relativement facile de se développer, même si on attend cette troisième ligne de métro toulousain, puisque effectivement, on peut imaginer se déplacer à vélo. Et c'est relativement facile de trouver les vélos et on voit dans des villes comme Paris euh, des voies qui sont maintenant consacrées uniquement au vélo et il y en a de plus en plus. Et j'imagine que Toulouse est en train d'y réfléchir parce que on ne veut pas être tous les uns sur les autres dans les lignes de métro. Euh, et c'est de façon encore plus forte que le Covid est là. Donc je sais qu'il y a eu des discussions juste avant qui expliquaient peut-être faut-il décaler les horaires de bureau, peut-être
que le télétravail va amener d'autres discussions. Et je sais que au sein de ma société, d'Assosystème, aujourd'hui, on a des expérimentations à Paris qui permettent de voir quel est ce taux de télétravail que l'on peut faire. Nous aujourd'hui, enfin en tout cas ici au Colorado, plus de la moitié des équipes sont toujours en télétravail. Et la productivité n'a pas diminué, elle a même pour certaines divisions augmenté. Donc on voit que les gens sont peut-être plus efficaces quand ils font du télétravail que lorsqu'ils sont à la maison. Mais bon, donc on peut toujours imaginer faire mieux en termes de métro ou même de vélo. On peut le booster, on peut faire plein de choses. Alors là, on va dans l'extrême, évidemment. Et on en voit aussi beaucoup ces overboards, ces roues qui sont auto-balancées. Donc on en voit pas mal. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, je ne vois pas la salle, je suis désolé, mais pour les plus jeunes d'entre vous, un vrai overboard, c'est ça. Hein. Donc je préfère que tout le monde soit vraiment aligné sur ce point de vue-là. Et ça, c'est en train de se réaliser. On a un Français que vous avez pu voir, je crois, lors des cérémonies du 14 juillet, qui a fait aussi les news, les informations lorsqu'il a été, il a traversé la Manche, donc ça a été un exploit extraordinaire. C'est l'entreprise Zapata, Monsieur Zapata, qui gère ça. Et on imagine que ça va aussi se développer au cours des prochaines années. Mais il y a toujours des gens qui vont détourner l'usage premier des choses. Et quand je vois ça, moi, ça me rappelle tout de suite ce qu'on peut imaginer dans le futur. Donc, continuer à faire du sport, c'est important parce que sinon, on va se retrouver dans des situations d'obésité pas très agréables. Donc, quand on est en ville ou en banlieue, la mobilité personnelle, on y réfléchit aussi de façon un peu plus différente, parce que plus la métropole est grande, plus la mégalopole est grande, plus il faut réfléchir différemment. Donc, il y a eu cette discussion autour d'un RER toulousain dans la grande banlieue, étendre, explorer. Mais il y a aussi des initiatives de taxis volants personnels qui pourront amener, et je sais qu'il y a déjà des expérimentations qui se font du côté de Dubaï, dans les Émirats arabes unis et aux États-Unis aussi, où on amène ces concepts. D'ailleurs, Airbus y travaille très fortement dans ces projets du futur de mobilité combinée avec des choses qui volent et des choses qui sont sur véhicules, comme celui-ci ici. Euh, c'est poussé très fortement par d'autres entreprises. Ça, c'est un projet de Larry Page, qui est un des cofondateurs de Google, qui réfléchit à, voilà, alors là, on est sur un modèle bateau volant, donc plutôt de lac à lac, ou quand on peut se déplacer. Mais ils ont d'autres projets de voitures volantes. On n'en voit pas beaucoup encore aujourd'hui. Tout à l'heure, on mentionnait les lois, la loi française en termes d'autonomie. Bah là, on est sur la même chose sur les véhicules volants. Hein. Il faut réfléchir à ce que ça veut dire et en termes de loi, de trafic, de sécurité, évidemment. Mais ça nous amène à se poser la question de la voiture autonome. Donc, la voiture autonome, aujourd'hui, c'est un véhicule qu'on voit de plus en plus. On a l'opportunité ici aux États-Unis de prendre son application, d'appeler Uber ou dans le futur peut-être Blablacar ou des gens comme ça qui amènent un véhicule devant chez vous. Alors oui, aujourd'hui, il y a toujours un chauffeur à l'intérieur pour des raisons de sécurité, mais cela évolue et on imagine bien que dans le futur, cela va se développer. Alors ça a commencé avec des véhicules plutôt moches, on va dire, ou qui étaient, étaient dans ce domaine-là. Au niveau moche, je crois qu'on n'a pas fait plus moche que le système de catapulte avec le Pathfinder comme ça. Mais c'est des véhicules qui sont très autonomes. Mais en même temps, c'est une tendance qu'on est en train de voir, c'est qu'au niveau du design, on est sur des choses qui sont, en tout cas pour ces prochains véhicules,
de plus en plus extrême. Donc on voit que les gens sont en train de s'habituer à ce genre de véhicule. Voilà la confirmation lorsque j'ai commandé mon Cybertruck de Tesla. Voilà le véhicule qui devrait m'arriver d'ici la fin 2021, qui sera semi-autonome ou d'après Monsieur Musk très prochainement complètement autonome. Mais à Toulouse, on a la société Easy Miles, et d'ailleurs qui sont aussi basés ici au Colorado pour le marché nord-américain. Là, c'était un des essais qui a été fait avec la ville de Denver, où la navette circule sur un campus, donc à partir d'une navette train qui fait le centre de Denver jusqu'à l'aéroport. Sur la partie qui s'arrête près d'un campus et d'un lieu de vie proche, on a la possibilité de prendre la navette Easy Miles qui nous amène d'un point à un autre sur ce campus-là. Sur l'autonomie, on peut aussi réfléchir. Alors là, on n'est pas sur la mobilité personnelle, mais on est sur la mobilité des biens. Et il y a des projets aux États-Unis qui s'appellent Too Simple, qui là sont des véhicules pour amener les biens d'un point A à un point B de façon autonome sur les autoroutes. Et après, on se pose toujours la question, comme Easy Miles d'ailleurs, qui est très forte en termes de mobilité du dernier kilomètre. Et bien là, c'est la même chose. Comment est-ce que mes paquets d'Amazon, mes paquets de Cdiscount arrivent à la maison? Et bien, c'est la problématique du dernier miles. Et donc, Amazon, il travaille aujourd'hui avec des petits robots autonomes. On a parlé des drones volants pour faire la livraison. Mais ce qui est de plus en plus en train de se développer, ce sont ces petits robots qui sont les robots dernier kilomètre. Donc, on peut imaginer que Cdiscount, Amazon ou autres livreurs va venir installer un petit camion avec tous les colis d'un quartier qui seront dans ce camion-là. Et après, ce sera des petits robots autonomes comme celui-ci qui viendront chercher et livrer chez vous, à la maison, dans votre appartement, ce genre de votre colis, votre commande qui aura été faite. Alors, là où ça a encore plus de sens, c'est que avec le télétravail, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui s'aperçoivent que ça ne sert à rien de louer ou d'acheter autant de locaux. On n'a plus besoin d'autant de locaux que ce qu'on pouvait avoir. Les bureaux, si on a de quoi réunir une équipe de temps en temps, ça va être suffisant. Et donc, il va y avoir énormément de locaux qui seront disponibles. Donc, un des modèles sur lesquels moi je discute avec certains amis ici pour créer des choses un peu innovantes, c'est de se dire tout cet espace-là, on pourrait le convertir en espace de stockage. Et donc avoir pour la majorité des produits qui sont commandés sur les plateformes en ligne, la possibilité que celles-ci soient disponibles localement et facilement. Et donc, au lieu d'avoir un camion qui vient livrer, une camionnette qui vient livrer les produits que vous aurez commandés en ligne, eh ben, on peut imaginer qu'ils soient stockés dans tout cet espace de locaux disponibles, de bureaux qui sont pas loin de chez vous. Et donc là, on aurait encore plus besoin d'avoir une petite navette autonome qui vienne vous chercher ici. Donc ça, c'est une chose à réfléchir peut-être pour des investisseurs ou des entrepreneurs toulousains. Je vous invite à réfléchir à que peut-on faire avec tous ces locaux qui vont être disponibles là et pour les prochaines années, puisque la grande tendance aujourd'hui, ça va être ce télétravail pour la majorité des gens qui peuvent le faire. D'ailleurs, c'est une question qui est récurrente. Nous, on est en train d'y réfléchir même au sein de la société ici. Beaucoup de questions se posent par les employés en termes de si on n'offre pas la possibilité de travailler en ligne ou d'être en télétravail, les gens vont partir dans les sociétés qui offrent cette possibilité-là. Donc, une des questions qu'on a eues lors de notre meeting tout récemment avec toute l'équipe était comment est-ce qu'on continue de garder les équipes motivées si on ne peut pas offrir la possibilité de faire du télétravail?
Et ça, ça va être une question que toutes les entreprises vont se poser parce que les talents vont aller vers les entreprises qui offrent ce télétravail, les Facebook, les Google, les grandes entreprises qui aujourd'hui réfléchissent déjà à ça en se disant, mais pour que les employés soient heureux et contents et qu'on offre ça en plus, ben, peut-être que le télétravail sera un atout majeur pour attirer les meilleurs talents dans votre entreprise. Donc réfléchissez aussi à ça pour le futur. Donc quand on parle véhicule autonome, hein, on réfléchit aussi à, bah, j'ai plus besoin de voiture puisque j'aurai la possibilité d'avoir un abonnement mensuel, comme un abonnement de métro, comme un abonnement de RER, dans lequel, bah, au lieu d'avoir une voiture, j'aurai une application sur mon téléphone et je dirais qui sera connectée à mon calendrier d'ailleurs, hein, pour les professionnels, et qui me permettra bah, d'aller chercher, j'ai besoin d'un véhicule pour aller faire mes courses, si je veux pas commander en ligne. J'ai besoin d'un véhicule pour partir emmener les enfants à l'école. Pareil, un mode de transportation, de transport sera devant ma maison, devant mon appartement à ce moment-là, pour venir me chercher. Donc c'est plutôt l'autonomie à la demande. Et donc là, pour les gens qui ont des maisons, on peut se demander, bah, voilà, qu'est-ce que je vais faire de mon garage? J'ai plus besoin de garage si j'ai plus besoin de voiture. Donc il y a une opportunité peut-être pour encore des entrepreneurs ou des gens qui cherchent des nouvelles idées, à se dire qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle pièce dans le garage. Donc ça c'était avant, ça c'est après. On peut en faire une nouvelle chambre, on peut en faire une salle de cinéma, on peut en faire peut-être un bureau, on peut en faire plein de choses. Donc on peut réfléchir à qu'est-ce que je fais de mon garage si j'ai plus de voiture. J'en ai plus besoin. Dans les prochaines années, il y a plein de gens qui n'auront plus besoin de voiture. Et pour ceux qui en ont, réfléchir à qu'est-ce que je fais de cet espace euh, avec des jolies voitures. Donc si on se balade là, on était plutôt dans l'espace de la ville et de la banlieue, mais si on veut aller de ville en ville, se déplacer d'un endroit, d'une ville à une autre, de Toulouse à Paris, etc. Effectivement, on a les trains, mais il y a des choses qui se font de plus en plus. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler du projet Hyperloop, qui est ce projet de train sous vide qui permet d'aller extrêmement vite d'un lieu à un autre. Donc, on pourrait faire un Paris-Toulouse en allez, une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, avec des vitesses qui se feraient de façon extrêmement rapide. Donc, on est encore à l'état du prototypage, à l'état des essais, mais ça va venir. Donc, on aura voilà, le genre d'image qu'on peut voir aujourd'hui, ça c'est Las Vegas, ou un tube. Moi, ça m'amènerait Las Vegas à moins de 30 minutes. Donc, globalement, pour que les gens puissent se déplacer. Mais là où c'est malin de la part d'un entrepreneur comme Elon Musk, c'est que le tube, pour lui, comme ça, c'est effectivement pas la bonne solution. Il a monté une entreprise de tunnels où là, c'est plus facile de garder le vide, c'est plus facile de mettre les trains sous vide et de se déplacer rapidement. Donc, je pense que pour des entreprises de BTP, de type Bouygues, Vinci, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. C'est comment est-ce qu'on peut monter ces infrastructures avec du tunnel. Mais maintenant, la question, bah, à Toulouse, vous avez l'aviation, donc aller d'un continent à un autre ou d'un lieu un peu éloigné à un autre, c'est quoi le futur? Donc, il y a les avions hypersoniques. Donc, il y a 2 ou 3 projets aujourd'hui à travers le monde qui sont en train de se monter pour aller plus vite. Donc, ça, c'est peut-être de la concurrence pour l'Hyperloop, des choses comme ça. Là, c'est un projet qui est au Colorado qui s'appelle Boom Technology. Ou alors, aller plus haut et plus loin avec, par exemple, Orbital Technology qui, là, vous met dans une petite capsule et vous fait monter très très haut, pas loin de l'espace, et en fait vous emmène doucement d'un point A à un point B. Donc on pourrait faire un Toulouse-Tokyo en 2 jours, 3 jours, dans une capsule qui serait un peu comme un hôtel, mais qui vous ferait voyager à travers l'espace. Donc ça, c'est des directions qu'on peut imaginer. Vous avez sûrement aussi tous entendu parler du plan de relance. L'impact du Covid sur le transport aérien aujourd'hui, ça l'a amené à zéro. Et là, on voit qu'on arrive globalement à remonter à peine 50% du trafic sur ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc
Les vols en domestique aux États-Unis reprennent à peu près à 50% et l'international à peine 30%. Il y a plein de restrictions, hein. On n'a pas, si on n'est pas français, on peut pas venir en France, ou en tout cas c'est plus délicat. Si on peut revenir en France, mais si vous n'êtes pas sous carte verte ou aussi citoyen américain avec la double nationalité, vous ne pouvez pas revenir aux États-Unis. Donc c'est bloquant pour les gens qui ont du travail ici ou qui ont un business. Donc globalement, l'impact est là. On voit aussi que ça marche très bien, tout ce qui est collaboration et prospection, par exemple, pour des vendeurs en ligne. Donc, pourquoi reprendre l'avion? On peut se poser la question. Donc, il y a effectivement des tendances où on se dit, bah, tiens, on va essayer de protéger les gens parce que peut-être que le Covid, ce n'est que la première maladie qu'on va revoir, la première pandémie qu'on va revoir. Avec le changement climatique, il est estimé qu'on va avoir plus de pandémies, on va avoir plus de maladies qui auraient dû être confinées aux jungles profondes et qui, en fait, malheureusement, aujourd'hui, vont se retrouver à attaquer l'humain de plus en plus. Il y a des virus qui étaient enfermés dans les calottes glaciaires qui sont en train de fondre, qui font leur apparition à nouveau. Donc la race humaine n'a pas été exposée à ces virus qui étaient de l'ordre préhistorique. Et ces virus se réveillent et donc on va en voir de plus en plus. Donc il va falloir apprendre à vivre avec ces virus, il va falloir apprendre à vivre avec ces maladies qu'on voit arriver aujourd'hui. Et donc il y a des projets pour les cabines d'avion, pour les cabines de train, comment est-ce qu'on se protège plus. Voilà, et on imagine que ces gens-là devraient aussi porter des masques dans le transport. Je pense qu'il faut s'y habituer pour longtemps, même s'il y a un virus contre le Covid, et ben, il y aura d'autres maladies qui vont venir. Et puis pour le transport aérien, il y a effectivement ces plans de relance qui ont été lancés par la France. Bravo, c'est très bien. On a notamment 1,5 milliard d'euros pour la recherche sur l'avion du futur. Alors Airbus a annoncé les projets à zéro émission, les projets avec l'hydrogène, avec les turbines, etc. Mais la question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'inventer le meilleur lecteur CD du monde portable? Voilà. Là où peut-être que le MP3 ou la musique en téléchargement va arriver. Si on fait des avions qui marchent à l'hydrogène, c'est très bien pour la planète, merci, on sera ravis. Mais est-ce que les gens vont voyager de cette façon-là? Et est-ce qu'il ne va pas y avoir d'autres moyens de transport qui seront plus économiques, plus écologiques et que les gens seront plus amènes à prendre? Moi qui ai voyagé beaucoup au cours des 20 dernières années, j'ai peut-être plus envie de me retrouver dans une cabine avec 200 personnes pour faire un Denver-Paris ou autre chose. Alors il y a le projet Hyperloop, peut-être que c'est une des parties, mais les infrastructures à mettre en place sont peut-être trop importantes. On ne va pas reconstruire des tunnels partout, enfin, ça paraît très compliqué. Sous l'océan, c'est des choses qu'on sait faire, mais qui coûtent des sommes qui sont bien plus que ces 100 milliards qu'on peut réinvestir aujourd'hui. Donc la question à se poser, c'est de se dire, est-ce qu'on ne fait pas fausse route avec les avions, même avec des avions propres? Moi, je pense qu'on fait fausse route aujourd'hui. La raison est, oui, on est en train de faire du télétravail, de la téléprésence. On pourra peut-être s'immerger dans les mondes d'ailleurs avec des casques virtuels et faire des conférences comme ça et aller visiter des lieux comme ça. Est-ce que j'ai envie d'aller à Venise quand il y a 1 million de personnes dedans alors que la ville ne supporte pas ça? Ou est-ce que j'ai envie de visiter Venise de façon en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, de façon beaucoup plus agréable et peut-être dans une nouvelle façon? Encore une fois, pour les entrepreneurs qui s'intéressent au tourisme du futur, peut-être que c'est là l'investissement qu'il faut faire et peut-être qu'il y a des choses à faire. J'ai pas envie de voir Venise avec des grands paquebots tout autour, par exemple. Donc voilà des choses qui peuvent être intéressantes à explorer. Mais il y a une autre piste que j'avais évoquée lors de la nuit des réseaux et que je voudrais évoquer d'autant plus aujourd'hui parce que effectivement, c'est ce qui va amener à réfléchir et c'est déjà en train de se faire. Donc
Je voulais la partager avec vous aujourd'hui. Il y a une grande tendance qui est que la robotique va prendre de plus en plus de place. On parle d'autonomie de véhicule. L'intervenant précédent disait que un plus petit bus autonome, la problématique aujourd'hui, ce qui coûte cher, c'est le chauffeur. Et c'est vrai, si on a un bus qui peut se déplacer tout seul, l'investissement de départ est plus grand, mais s'il faut mettre quelqu'un à l'intérieur pour payer un salaire, il n'y aura pas de viabilité économique. Pour pas être remplacé par la machine, il faut que les humains deviennent machines. Il faut qu'on connecte son cerveau à la machine. Ça, c'est une des grandes tendances aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je dois taper sur un clavier? Pourquoi est-ce que je dois utiliser une souris alors que je pourrais le contrôler avec mon cerveau? Il est estimé que d'ici 2045, on sera à même de télécharger l'intégralité de ce qu'on a dans le cerveau, ses souvenirs, sa mémoire, ses capacités intellectuelles, dans un ordinateur. Alors, on est en train de me dire, oui, c'est de la science-fiction, télécharger son cerveau dans un ordinateur, ça n'arrivera pas. Bah, il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, la société Neuralink a présenté les premiers résultats de son petit boîtier qu'on pourra connecter à son cerveau ici. Et ça marche aujourd'hui sur des porcs, sur des cochons. Donc, ils sont capables de prédire l'activité des neurones pour prédire le mouvement des pattes des porcs. Donc, leur modèle prédictif est maintenant aussi euh, 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 près de l'activité neuronale des porcs, de ce qui est de l'activité de quelle est la position des joints et des jambes du cochon. Donc on est capable de faire ça. Alors ils ont montré des cochons qui avaient cette puce implantée, des cochons qui l'ont eu et qui aujourd'hui on leur a enlevé et qui se comportent de façon complètement normale. Donc on est aujourd'hui en 2020. D'ici 25 ans, on peut imaginer que ces puces seront complètement à même de télécharger ou de recharger des informations dans le cerveau. L'autre grande tendance, c'est que d'ici, alors maintenant 6-7 ans, on va être capable d'imprimer des organes de remplacement en 3D. Ce qui font que si vous avez un cœur défectueux, des poumons défectueux, un œsophage défectueux, on sera capable à partir de vos cellules, de réimprimer un organe fonctionnel pour pouvoir le faire. Donc pourquoi je vous parle de tout ça, les tendances de télécharger son cerveau, d'imprimer en 3D, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour le transport. Encore une fois, réfléchissez au mode, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de construire ou de réfléchir au meilleur lecteur CD qu'il va y avoir. Parce que quand on parle impression 3D, quand on parle connexion interface cerveau-machine, le cerveau dans le nuage, dans le cloud, bah aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est qu'on est sur les bases de la téléportation. Et c'est de la science-fiction, on réfléchit Star Trek, on réfléchit des films, des bouquins où on se téléporte d'un lieu à un autre, mais globalement, on n'en est pas si loin parce que si je suis capable euh, de connecter mon cerveau à à un ordinateur et donc avoir une copie numérique de mon cerveau, je serais capable de la recharger dans un autre cerveau. Et donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir vous détruire, donc scanner en 3D, hein, mais c'est de la déconstruction molécule par molécule. On va vous détruire molécule par molécule. Et à un autre endroit, donc sur Terre, sur Mars ou ailleurs, hein, dans un autre système solaire, on enverra ces données et on sera capable de vous reconstituer de l'autre côté. Donc globalement, c'est du transport. C'est-à-dire que je vous emmène d'un point A à un point B. Les avantages, c'est qu'il y a plus peu besoin, j'ai plus besoin de pétrole, j'ai besoin de moins d'énergie puisque je ne transfère que de la donnée. En termes de médecine aussi, hein, c'est important parce qu'on va pouvoir, en même temps qu'on vous reconstruit de l'autre côté, on va pouvoir vous réparer. Donc si vous avez un cancer, si vous avez un cœur défaillant, bah, au lieu
de vous réimprimer de l'autre côté de façon avec votre cancer, bah, on va l'enlever, on sera capable d'enlever ces molécules. Et on sera peut-être capable de réparer votre mémoire ou de rajouter des capacités. Si vous voulez apprendre le piano, bah, au lieu de passer des heures et des heures à apprendre le piano, on peut vous ingérer le nouveau programme et télécharger la base du piano. Alors peut-être pas faire de vous un virtuose, parce que je pense que là, c'est là où l'intelligence et la capacité mentale est là, mais au moins vous saurez jouer du piano en vous réimprimant. Il n'y aura plus besoin d'infrastructure, plus de ponts, plus de routes, pas de tunnels pour faire des choses comme ça. Peut-être qu'on sera aussi capable de faire de vous, c'est le futur de la chirurgie esthétique, hein, de vous réimprimer avec des attributs, ou si vous voulez un troisième bras, peut-être qu'on pourra réimprimer un troisième bras. Alors après, pour ceux qui connaissent ce film, ça peut dégénérer, hein, on peut aller vers la mouche, etc. Il y a quelques problèmes quand même. Peut-on avoir deux copies de soi au même endroit ou en même temps dans cet univers? A-t-on le droit d'avoir 2 mois, 3 ou 4 ou 5 ou 10 mois qui existeront? Donc ça, c'est quelque chose qui est capable de se faire. Peut-on vivre pour toujours? Parce que si je suis capable de réimprimer mon corps, je peux le réimprimer bah, au même âge que j'ai, peut-être à 20 ans de moins. Qu'est-ce que ça veut dire pour la population? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que je peux être moi aujourd'hui ici à 45 ans et imprimer un mois sur Mars qui aura une vingtaine d'années et qui va pouvoir explorer ce genre de la planète? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Ah, et puis, on n'aura plus besoin d'avion, puisque globalement, je peux me téléporter à Toulouse ou à Paris et être avec vous aujourd'hui, enfin, d'ici une vingtaine d'années, on va dire, 20-25 ans, qui seront là. Donc, voilà ma question. Voici mes coordonnées. Donc, le premier, c'est sur Twitter. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Vous pouvez me trouver sur Facebook. C'est mon numéro de téléphone portable. Donc, n'hésitez pas à me texter ou être sur WhatsApp si vous avez des questions ou des choses que vous souhaiteriez explorer plus en profondeur sur ce talk, sur cette discussion. Et je vois que dans la régie, on me dit qu'il y a quelques questions qui pourraient être posées. Donc, je vous laisse les poser par écrit et ou me les envoyer pour plus tard par Facebook ou LinkedIn. Je serais ravi d'être connecté. Je suis très heureux avec vous. Mais voici les discussions. Donc, Quentin, si tu veux bien me décrire les questions qui ont été posées dans la salle, parce que encore une fois, j'ai pas le retour, ça serait super. Tu vas rallumer le micro. Sur la notion avec les impressions 3D, sur la disparition du fret, avec la possibilité d'avoir des micro-usines plus proches des gens, qui pourraient, si on prend par exemple des chaussures de sport comme Nike, on pourrait produire du Nike dans des micro-usines un peu partout, plutôt que d'utiliser du fret pour importer et exporter. Ok, donc La diminution du marché du fret, en fait, avec, grâce à l'impression 3D. je vais reformuler la question pour que les gens qui sont en live puissent nous entendre. Du coup, la question c'était par rapport du coup à avoir des usines plus proches sous forme de micro-usines, c'est ça? Voilà. La possibilité. Et donc l'impact sur aujourd'hui le fret, qui Ouais. représente une grosse industrie. Et du coup, oui, l'impact que ça aurait sur le fret si on délocalisait les usines sous forme de petites usines sur place. J'ai toujours pas de retour. J'espère que vous êtes tous toujours vivants, que vous n'êtes pas téléportés ailleurs. Est-ce qu'on m'entendait déjà quand j'ai... T'as remis le son là? Oui, c'est bon. Ok. Tape là. La question c'est ce que ça donnerait comme... les conséquences sur le fret si les usines étaient des micro-usines sur place. Ouais, du coup. Sinon, je vous propose de m'appeler. Vous avez mon numéro de téléphone là, et comme ça, je pourrais avoir les questions au téléphone. Alors,
les conséquences sur le fret si les usines étaient des micro-usines à la place. Ouais, on se retrouve sur la même problématique que la livraison locale. Globalement, si vous êtes capable de produire localement, et ça peut être notamment grâce à l'impression 3D, la livraison du dernier kilomètre sera plus facile. Maintenant, il y a toujours la problématique d'amener les matières premières. Donc, quand on dit micro-usine, si aujourd'hui, il y a des expérimentations qui se font avec Nike, avec d'autres, où globalement, on se dit, je vais pouvoir imprimer mes baskets, au lieu qu'elles soient fabriquées en Chine, je vais pouvoir les imprimer à Toulouse, dans un centre d'impression 3D un peu général qui fait des baskets, qui fait d'autres objets, etc. Il y aura toujours la problématique d'amener les matières premières. Alors, si on consomme autant, les matières premières, il en faudra toujours autant, et ça veut dire qu'il faudra toujours amener de la matière première localement, à cette micro-usine. Donc, peut-être qu'on aura moins de pertes en termes de stockage, d'espace, parce que peut-être qu'au lieu de commander 200 paires de baskets, là, on va commander des matériaux qui serviront à imprimer des baskets, mais aussi à faire des coques de téléphone et à faire d'autres choses. Donc, on aura peut-être un peu moins à transporter, mais il faudra toujours amener ces matières premières localement. Donc globalement, il y aura une diminution du fret, mais elle ne sera pas totale. Pareil sur la nourriture, on n'en a pas parlé, mais il y a aujourd'hui des expérimentations qui se font sur l'impression de steak en 3D. Donc peut-être qu'on pourra manger du steak sans que la vache soit morte. On lui prendra quelques cellules et on fera grandir du steak. Mais c'est pareil. Est-ce qu'on peut il faudra toujours amener ces cellules souches. Il faudra toujours amener des produits frais, des légumes, des fruits localement. Donc il y aura la partie nourriture sera toujours là. Donc peut-être une réduction. Il y a, je crois qu'il y avait une étude de BP qui expliquait que la réduction du trafic maritime devrait être de l'ordre de 20% d'ici 2040, justement à cause de l'impression 3D ou grâce à l'impression 3D. Donc, allez, à la louche, 20% de réduction, ça paraît possible et plausible pour d'ici 2040 sur le fret. J'espère que ça répond à votre question. On me dit super, c'est que ça doit répondre. Parfait, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, vous avez mes coordonnées, vous pouvez me suivre comme vous voulez et je vous dis à très bientôt. Ouais, Au revoir. je sais pas si nous entend, mais bon, en tout cas, avec le décalage. hein, avec le décalage. Ouais. Non, mais c'était juste pour dire que Omar Soubra était déjà venu à la nuit des réseaux il y a 3-4 ans et il a une vision assez intéressante du transport du futur, donc il venait un peu compléter la journée. Bon, la table ronde qui n'a pas pu se faire, qui n'était pas totalement ronde, mais voilà. Donc désolé pour ces petits soucis d'organisation, mais c'est assez compliqué ce type de nouveaux événements. Voilà. Voilà, ben, tout ça pour dire merci. Et puis, donc oui, pour Omar, si vous avez pris ses coordonnées ou si vous voulez nous les renvoyer, vous les demandez, vous les passerez. Voilà. Merci et ben, merci à ceux qui sont en ligne, et à bientôt.